parlez suffisamment lentement. Donc si je vous fais signe, c'est parce que j'estime ou parce qu'on me dit que vous parlez un peu trop rapidement et que les interprètes ont du mal à vous suivre. Très bien. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire le procureur contre messieurs Gbagbo et Blégoudet. Monsieur Clark, oui, le juge président, et vous avez été appelé à nous aider dans notre recherche de la vérité. Et dans votre cas, cela renvoie plus particulièrement à votre expertise dans vos domaines de compétences. Donc, bien entendu, les conseils et le bureau du procureur vont vous poser des questions. Le bureau du procureur va commencer, puis les équipes de la défense prendront le relais. Avant cela, votre seul devoir consiste à répondre en disant la vérité. Et pour cela, je vais vous demander de bien vouloir lire l'engagement solennel que vous avez sous les yeux. Docteur Clark, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le juge président, merci. Alors, il est de mon devoir de vous informer, et vous le savez sans doute déjà, que donner un faux témoignage constitue un délit devant cette cour. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole au bureau du procureur qui va vous poser ces questions. Monsieur Desmarchants. Monsieur Desmarchants, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à vous, Monsieur Clark. Monsieur Clark, bonjour. Monsieur Desmarchants, vous venez de nous dire que vous étiez expert médico-légal. Depuis combien de temps exactement, Docteur Clark? Eh bien, cela fait environ 32-33 ans. Question, je fais une petite pause pour permettre aux interprètes de traduire. Est-ce que vous vous souvenez à combien de reprises vous avez témoigné en tant qu'expert médico-légal? Réponse, une centaine de fois, voire plus. Question, et vous avez témoigné, si je me fie à votre CV, au niveau international également, Dr Clark? Oui, en effet, au TPI-Y, donc le tribunal pour l'ancienne Yougoslavie. J'ai également témoigné au moins à 8 reprises auprès de ce tribunal, ainsi qu'en Bosnie auprès des tribunaux nationaux. Le juge président, Monsieur Desmarchants, je vais vous suggérer de faire en sorte que cela soit très court. Il n'y a pas eu contestation, nous le savons, tout cela est au dossier, sur document, donc qu'il n'est pas nécessaire de passer les compétences du docteur par le menu. Monsieur Desmarchants, nous pouvons afficher le CV si vous le souhaitez. Il s'agit du document 0100 0665 à l'onglet numéro 2 de notre liste. Il y a certaines choses qui ne sont pas très détaillées dans votre CV. Dans quel incident avez-vous été impliqué lors de vos témoignages au TPY? Réponse, principalement les incidents qui se sont produits à Srebrenica, mais également dans le nord de la Bosnie, Tamačica, dans le procès Mladic, Visegrad également, Kanin en Croatie également. Donc un large éventail de missions. Question, très bien. En ce qui concerne Srebrenica, pourriez-vous nous dire approximativement combien de rapports d'autopsie vous avez rédigés ou quelle a été votre implication? Réponse, eh bien, en ce qui concerne la Bosnie, j'étais responsable des opérations à la morgue. Je coordonnais ces activités. J'ai participé aux autopsies, bien entendu. J'ai compilé tous les rapports d'autopsie de mes collègues et j'ai rédigé des rapports définitifs. Donc j'ai dû me pencher sur au moins 3000 rapports d'autopsie. Question, très bien. Est-il exact que vous êtes actuellement impliqué dans des exhumations aux îles Falkland, Malouine? Réponse,
Oui, je viens juste de terminer cela. Il s'agit d'un travail pour le CICR aux fins d'identification liées au conflit de 1992. 82, se corrige l'interprète. Question, combien de corps avez-vous examiné? Réponse, 120 corps. Question, et avez-vous pu établir la cause de la mort, la cause du décès? Réponse, oui, ce n'était pas notre mission principale, mais nous avons constaté des lésions et nous avons été en mesure d'établir la cause du décès. Question, donc vous êtes toujours très actif à l'heure actuelle, docteur? Réponse, oui. Question, je souhaiterais maintenant aborder un certain nombre de principes de base de la pathologie médico-légale avant de se pencher sur des rapports. Pourriez-vous dire au juge de la Chambre quel est le périmètre précis de votre domaine d'activité? Le juge président, Monsieur Desmergents. Allez-y, continuez. Réponse. En tant qu'expert médico-légal, je suis médecin, docteur en médecine. Je me spécialise dans un domaine qui tente de déterminer les raisons du décès d'individus et les raisons pour lesquelles ces personnes sont mortes dans des circonstances douteuses suite à des lésions. Donc mon domaine d'expertise est l'interprétation des lésions et la détermination de la cause du décès. Question. Est-ce que l'expert médico-légal est impliqué dans l'identification des victimes? Réponse. Oui, en effet. Nous avons un rôle d'assistance. Nous fournissons du matériel qui permet à d'autres personnes d'établir un diagnostic définitif par le biais de documents, d'échantillons d'ADN ou d'identification dentaire. Donc nous avons un rôle d'assistance, de soutien, mais nous ne réalisons pas le processus final d'identification des victimes. Question. Quelles sont, selon vous, les conditions optimales qui vous permettent de bien réaliser votre travail? Réponse. Bien entendu, eh bien, une morgue bien équipée, le fait que la personne soit décédée récemment, donc que le corps soit encore en bon état, des informations contextuelles ou générales sur le cas. Voilà, il s'agit des informations ou des conditions qui nous permettent de faire notre travail de manière optimale. Question. Lorsque vous rédigez, disons, les résultats d'une autopsie, quelles sont les limites auxquelles vous faites face? Réponse. Eh bien, cela dépend grandement des circonstances. Nous parlons ici de cas bien spécifiques. Le fait que les corps aient été décédés depuis un certain temps, depuis plusieurs années déjà, constitue un obstacle majeur. Dans ces cas, nous ne disposions pas de facilités ou d'équipements qui nous permettaient de faire le travail dans les meilleures conditions. Nous avons fait tout notre possible dans le cadre de ces limites. Donc en ce qui concerne les conclusions de ces cas particuliers, il faut bien tenir compte des limitations auxquelles nous avons été confrontés. Le juge président, pouvons-nous entrer dans le vif du sujet maintenant? Le bureau du procureur, oui, monsieur le président. Dans vos rapports, Dr Clark, vous utilisez certains termes que je souhaiterais tirer au clair. Le premier terme est le terme de biseautage. Réponse. Biseautage, eh bien, c'est un terme qui est lié aux ossements. Donc, il peut s'agir d'une balle, en général, une balle qui traverse un os. Lorsque la balle touche la partie extérieure de l'os, elle crée un orifice. Et lorsqu'elle ressort de l'autre côté de l'os, ou de l'autre côté de l'os, en effet, eh bien, cela produit un orifice à l'intérieur. Et ce trou à l'intérieur est en général plus grand,
à l'intérieur. C'est cela que nous appelons biseautage. Et si une balle entre d'un côté du crâne et ressort de l'autre côté, eh bien, lorsqu'il ressort de l'autre côté, la surface extérieure sera plus large que la surface intérieure. C'est ce que nous appelons le biseautage. Donc, on a un biseautage interne d'un côté, un biseautage externe de l'autre côté. Et cela se produit également au niveau d'autres surfaces osseuses, mais c'est typique des blessures au niveau du crâne. Et cela nous aide à déterminer la direction empruntée par une balle lorsqu'elle perfore un ossement. Question, très bien. Dans votre rapport, vous avez constaté que des vêtements avaient été lavés. Réponse. Eh bien, les vêtements sur le corps étaient sales, étaient tachés. Donc, ils ont été lavés avec de l'eau et du détergent, sans doute. Et nous avons pu voir la couleur du tissu d'origine de manière plus claire. Donc, c'est ce que permet de faire ce processus. Question. Et au cours de ce processus, est-il possible de perdre des traces qui pourraient constituer des éléments de preuve ou existe-t-il des procédures en place pour éviter cela? Réponse. Lorsque nous enlevons les vêtements, nous étudions les vêtements et toutes les saletés qu'ils comportent. Et tout ce qui se trouve sur la surface est consigné par écrit. Donc lorsque nous procédons au lavage, eh bien, nous avons fait en sorte de constater tout ce qui se trouvait sur les vêtements afin de ne perdre aucune trace. Question. Le dernier terme que je souhaite clarifier. Dans votre rapport, vous parlez de formol. De quoi s'agit-il? Le formol est un liquide qui est utilisé pour préserver les tissus corporels. Il peut s'agir de petits fragments de tissu, par exemple un fragment de poumon qui doit être conservé pendant une longue période de temps, mais on peut également l'utiliser pour conserver l'intégralité de la dépouille pour embaumer le corps. Et donc, on injecte du formol à l'intérieur du corps, dans le sang ou dans certaines cavités, ou alors on peut tout simplement mettre le corps dans un bain de formol. Et le formol, eh bien, entre dans les tissus, les durcit, et c'est ce qui permet de les conserver plus longtemps. Question, est-ce que cela permet également de préserver des organes? Réponse, oui. Question, lorsque vous exhumez un corps et lorsque vous réalisez une autopsie, comment pouvez-vous conclure que le corps a été préservé dans du formol? Réponse, en général, le formol a une odeur très particulière qui pique les yeux. Donc nous remarquons immédiatement que le corps s'est trouvé dans du formol. Et la couleur du corps et son degré de préservation nous permettent également de conclure à l'utilisation de formol. Question. Donc vous avez travaillé sur cette affaire au mois de janvier 2015. Début janvier, vous avez reçu une lettre d'instruction. Il s'agit du document 0077-0049 à l'intercalaire 213. Docteur Clark, avez-vous tous ces documents sur les yeux, vos rapports et les documents? Réponse, oui. Question. Donc cette lettre d'instruction, de mission, se corrige l'interprète, donc du mois de janvier 2015, peut être affichée. Il s'agit du document 0077 04 0049. Very well. We don't have to broad. Question, il n'est pas nécessaire de montrer ce document au public car il pourrait être confidentiel. Donc il s'agit d'une lettre qui vous est adressée à vous et au professeur
Yapoyete. Il s'agit de la version française. Vous disposez peut-être d'une traduction en anglais. Il y a un certain nombre de points importants dans cette lettre, en particulier sur la deuxième page. We see about up to 9 points. Donc, au point numéro 9, examen externe du corps, prendre des photographies pertinentes. Le juge président, oui. Yes, I don't know why the document. Le juge président, je ne sais pas pourquoi ce document doit être confidentiel et je ne comprends pas pourquoi on ne passe pas directement aux autopsies elles-mêmes. Nous connaissons déjà toutes ces informations, on n'est pas un jury et je souhaite le souligner. Ce n'est pas la première fois que nous voyons ou que nous entendons le témoignage d'un expert médico-légal. Le bureau du procureur, très bien. Mais en ce qui concerne les termes utilisés avant d'en arriver au rapport, le juge président, on sait tous ce que c'est le formol. Et sinon, le docteur Clark nous l'expliquera au fur et à mesure dans le contexte des questions qui lui seront posées sur ses travaux. Le bureau du procureur, très bien. Monsieur le Président, mais je souhaite m'assurer que nous soyons tous sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les définitions. Bien. Lors de cette première mission, Monsieur Clark, pourriez-vous nous dire avec qui vous avez travaillé? Réponse. J'ai travaillé... Enfin, on m'a contacté dans un premier temps. C'est le docteur Bakar qui m'a contacté. Le juge président, excusez-moi, pourquoi est-ce que tout cela est confidentiel? C'est ça la question de la défense. Would agree that there is no. Donc nous sommes tous d'accord là-dessus. Monsieur Dimergent, d'accord, très bien. Il n'est pas nécessaire que ce document soit confidentiel. Le juge président, il peut donc être affiché. Le bureau du procureur, très bien. Avec qui avez-vous collaboré donc au cours de cette mission? Le docteur Clark. J'ai travaillé avec un expert médico-légal d'Abidjan, le docteur Yaboueite, ainsi que le docteur Jojo, un de ses collègues, le docteur Bakar, coordinateur de la criminalistique à la CPI, et Sabina Zanetta, qui est officier médico-légal à la CPI. Et j'ai également travaillé avec des techniciens locaux. Voici, c'est ainsi que l'équipe était composée. Question. Très bien. Lors de cette première mission, vous avez rédigé un rapport général d'autopsie. Il s'agit du document CIV-OTP 0077 0002. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Intercalaire 202 de notre liste. Merci. Donc, nous voyons le rapport général à l'écran. Le voyez-vous également? Réponse, oui. Question. Dans le premier paragraphe, vous indiquez que cette il m'a contacté pour la première fois. Question, très bien. Dans le dernier paragraphe maintenant de cette page, donc vous expliquez que vous avez participé à l'exhumation de corps le 14 janvier. Pourriez-vous nous décrire quel a été votre rôle lors de cette mission? Réponse. Eh bien, tout cela s'est produit au cimetière. Les corps ont été exhumés de leur sépulture. Les travaux physiques ont été réalisés par le personnel d'IVOSEP et nous nous sommes contentés d'observer. Lorsque les corps ont été exhumés des sépultures, eh bien, nous ouvrions les sacs mortuaires afin de confirmer
qu'un corps s'y trouvait bien et afin d'identifier s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. C'est tout. Ensuite, nous scellions les sacs mortuaires et ceux-ci étaient acheminés vers la morgue. Donc, mon rôle était celui d'observateur à ce stade. D'autres personnes étaient là pour prendre des photographies et rédiger des procès-verbaux. Question. Vous nous avez dit qu'ensuite les corps ont été acheminés vers la morgue. Avez-vous participé aux autopsies à la morgue? Réponse. Oui, le rôle de l'expert médico-légal, eh bien, devient très important à la morgue. C'est là que nous prenons le relais. Question. À la page 2, vous indiquez que l'examen post-mortem a été effectué sur 10 dépouilles et a été effectué à la morgue, à l'Institut de médecine légale de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Pourriez-vous nous en dire plus sur les conditions dans cette morgue? Réponse. C'est une morgue de bonne qualité, elle est propre, il y a des réfrigérateurs, des tables, des instruments adéquats. Donc c'est un très bon environnement de travail. Question. Quelle est la différence entre une autopsie réalisée dans une morgue et dans un cimetière? Réponse. Il est préférable, pour bien travailler, de travailler dans une morgue, où vous disposez de tous les équipements, d'un bon éclairage, d'une table. Donc la morgue est préférable, de loin. À la page suivante, à la page numéro 3, vous décrivez la procédure d'autopsie. Alors, il y a plusieurs alinéas sur cette page. Alors, avant d'entrer dans les détails, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la procédure est toujours la même lorsque vous effectuez une autopsie dans une morgue? Réponse non, pas toujours la même. Cela dépend de la situation. Lorsqu'il s'agit d'un examen de routine, en règle générale, vous n'avez pas de housse mortuaire scellée et vous ne prenez pas forcément des photographies de la housse mortuaire, mais en règle générale, le corps est sorti du réfrigérateur ou de la chambre froide, puis ensuite il est examiné avec ses vêtements. Donc il s'agit ensuite nous avons un examen externe sans les vêtements et finalement l'examen interne à proprement parler. Donc c'est une procédure assez standard. Question. Au bas de cette page, vous expliquez que pour chaque cas, il y a un rapport d'autopsie qui a été préparé en anglais par vous-même et envoyé au professeur Yapo été aux fins d'approbation. Donc je pense à la préparation de ces rapports. Est-ce que vous suivez toujours la même procédure? Est-ce que vous avez toujours suivi la même procédure lorsque vous avez fait des autopsies avec le professeur Yapo été? Réponse oui, en général, l'essentiel des autopsies sont effectuées par un expert médico-légal. Là, nous étions, il y a eu doublement en quelque sorte, parce que le rapport ne lui a pas été envoyé juste pour qu'elle l'approuve. Ce que j'entends, c'est que bien entendu, nous attendions ses observations, si tant est qu'elle ait voulu en faire, ce qui nous convenait tout à fait. Mais j'ai préparé les rapports, elle les a analysés. Ensuite, nous avons modifié en fonction de ses suggestions, et puis nous avons imprimé les versions définitives, nous les avons signées. Voilà, question. Alors, dans le cadre de cette mission bien précise, est-ce que les corps avaient été identifiés précédemment, avant? Réponse non, pas précisément, non. En fait, ils n'avaient pas été identifiés du point de vue scientifique. Je pense à une identification par ADN ou d'après des fichiers dentaires. D'après ce que j'avais compris, on savait dans quelle sépulture il se trouvait.
C'est la raison pour laquelle nous avons présenté les rapports ainsi avec des numéros plutôt que des noms précis. Et nous avons donc effectué des prélèvements dans tous les cas pour essayer d'obtenir une identification scientifique. Question. Si nous reprenons la page numéro 2 et si nous nous intéressons au 3e paragraphe, vous dites, et c'est le paragraphe qui commence par le second groupe de corps. Donc vous indiquez en fait qu'il était tout à fait manifeste qu'il y avait une différence entre les noms qui se trouvaient au niveau des repères à la surface et les noms des plaques sur les cercueils qui avaient été exhumés. Donc j'aimerais savoir en fait comment est-ce que quel a été l'impact de cela pour le travail effectué par votre équipe? Réponse. Mais écoutez, cela a quand même prêté légèrement à confusion parce que nous nous sommes dit que la réponse à cela, c'était d'exhumer tous les corps. Donc il y avait 4 corps dans un endroit précis et nous espérions au moins que 2 de ces 4 corps aient été identifiés à juste titre. C'est l'approche que nous avons retenue. En fait, il y avait 5 tombes ou fosses. Il y en avait une qui était vide. Donc, il y avait 4 corps sur 5 de ces fosses ou de ces tombes. Et nous avons donc décidé d'examiner les 4 corps. Question. Pour ce qui est de ce groupe de 10 corps, vous avez été en mesure de déterminer la cause du décès, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Pour certains des corps, nous indiquons que la cause du décès n'est pas déterminée, est inconnue. Et il y a des raisons que nous avançons, mais nous avons de façon générale une conclusion à propos de chacun des corps. Et en règle générale, la cause du décès est assez précise. Question. Merci. J'aimerais maintenant... Monsieur le Président, avant de demander le versement au dossier, alors nous avons 10 rapports d'autopsie pour cette exhumation effectuée en janvier. Étant donné que les corps n'ont pas été identifiés, nous n'allons pas demander le versement au dossier de ces rapports d'autopsie. Nous allons passer à l'événement du 3 mars. Monsieur le Président. Donc, monsieur, vous êtes revenu à Abidjan en mai, 4 mois plus tard, en mai 2015. C'est cela? Réponse oui. Question. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se fait-il que vous avez participé à cette mission? Réponse. Une fois de plus, c'est le docteur Bakar qui a pris contact avec moi. Je pense qu'il a pris contact pendant le mois de mars 2015 et il m'a demandé si je serais disposée et disponible pour repartir à Abidjan pour effectuer une mission supplémentaire, une fois de plus avec le professeur Yako Ete. Question. Et je pense donc à la mission du mois de janvier 2015. Vous avez envoyé un rapport global, mais pour cette deuxième mission, il y a 4 rapports d'autopsie, dont 3 sont pertinents par rapport à l'événement. Donc vous n'avez pas préparé un rapport général dans ce deuxième cas d'espèce. Réponse. Non, 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 non. Je pensais qu'en fait, il y avait suffisamment d'explications pour ces 3 cas. Question. Alors, nous allons nous intéresser à ces rapports. Le premier fait l'objet de la code CIVOTP 0081 0518. Il se trouve à l'intercalaire 3 de notre liste. Now I see at the format. Alors, je vois que les formats des rapports sont les mêmes. Donc, je vais passer un peu plus de temps pour analyser le premier. Ensuite, les 2 autres, nous les analyserons un peu plus rapidement. Il y a une cote en haut, DZF1C5. À quoi correspond cette cote ou ce numéro? Réponse. Il s'agit du numéro qui avait été mis sur la housse mortuaire en janvier 2015, au moment où des efforts avaient été déployés pour essayer d'identifier ces corps. Donc il faut se replacer dans le contexte. Ça, c'est le jour, le lendemain, en fait,
lorsque nous avions terminé la première mission pour les 10 corps, nous sommes allés à l'hôpital de Trècheville et nous avons procédé à des prélèvements osseux et des prélèvements dentaires sur un certain nombre d'autres corps. Et alors, parmi tous ces prélèvements effectués, pour ces 3 corps, nous avons eu ce que nous appelons une identification positive. Alors, j'étais présent, mais en dépit de ce fait, je n'ai pas participé activement à la procédure. Donc, je ne savais pas véritablement de quelle situation, de quel cas il s'agissait. Je savais tout simplement ce qui était en train de se passer. Donc, ces prélèvements ont été effectués. Ensuite, les housses mortuaires ou funéraires ont été fermées et les numéros ont été placés sur les housses mortuaires. Voilà l'origine de ce numéro. Question très bien. Alors, nous voyons un nom, Sila Malon. Il s'agit du nom de la victime. Alors, comment est-ce que vous avez appris l'identité de la victime? Réponse, on me l'a dit tout simplement. Entre janvier et mai, le processus d'identification avait été obtenu par identification ADN. Donc, lorsque nous avons commencé l'autopsie, le docteur Baccar, me semble-t-il, m'a indiqué qu'il s'agissait du nom de la personne dont le corps se trouvait dans la housse mortuaire. Donc, j'ai supposé que cela était la conclusion du processus d'identification et c'est sur cette base que j'ai travaillé. Question, merci. Alors, vous avez travaillé dans la même morgue que celle du mois de janvier? Réponse, oui. Question. Et nous voyons donc dans l'encadré cause du décès. Dans le deuxième encadré, blessure par balle au niveau du cou et de l'épaule gauche. Qui vous a fourni ces renseignements? Réponse, moi-même. Question. Au milieu de cette première page, nous voyons la liste des personnes qui étaient présentes pendant l'autopsie. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement quel fut le rôle joué par les différents membres de l'équipe? Réponse. Donc, comme je l'ai déjà dit, les 2 premiers, c'est mon nom et le nom du professeur Hélène Yapoété. Donc, nous étions les experts en médecine légale. Nous avons travaillé conjointement sur ces corps. Il y avait un autre expert en médecine légale qui était en formation, le docteur Jojo, qui nous a aidés, qui a aidé le professeur Yapoété, qui a pris des photographies et des notes. Il y avait un technicien qui s'appelle Alfred. Je ne connais pas son nom complet, donc il nous a aidés pour ce qui était de laver les vêtements et d'effectuer ce que l'on fait dans une morgue. Puis ensuite, il y avait le docteur Baccar qui contrôlait en quelque sorte l'opération, qui a pris des notes pour moi-même, qui a coordonné le prélèvement d'échantillonnage pour l'ADN et tous les autres prélèvements d'échantillonnage. Et puis il y avait Madame Sabina Zanetti, experte fonctionnaire médico-légal de la CPI, qui a également pris des photos et qui s'est occupée de toutes les pièces et de tous les échantillons prélevés. Question, très bien. Donc, il y a également un chapitre intitulé « Tissu autour du corps ». Puis ensuite, nous voyons « Vêtements et autres objets ». Donc, vous indiquez dans ce paragraphe que vous avez trouvé donc des sous-vêtements blancs et un bermuda noir long. Réponse, oui. Question. Est-ce que cela signifie que lorsque vous êtes occupé du corps, il n'y avait pas au niveau du tronc et de la partie supérieure du corps de vêtements? Réponse, c'est exact. Question, est-ce que nous pouvons passer à la page 2? Et vous voyez tout en haut de cette page qu'il est écrit étiquette d'identification. Vous indiquez que vous avez trouvé autour du poignet droit de la victime une indication Madame X, etc., etc. Est-ce que vous savez quelle est la provenance de cette étiquette, son origine? Réponse, non. Question. Et puis un peu plus bas, vous indiquez dans le paragraphe intitulé « Examen de la dépouille ou des restes mortels », vous indiquez que vous avez prélevé
un échantillon osseux au niveau du fémur droit, et ce pour faire des analyses d'ADN. Réponse oui. Question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment vous l'avez fait? Réponse oui. Lorsque nous avons prélevé un morceau de fémur pour nos analyses ADN, nous avons vu qu'il y avait donc une portion osseuse et très manifestement cela avait été scié et cela avait été enlevé. C'était très clair, très caractéristique. Question. Vous indiquez donc que les restes ou la dépouille étaient en grande partie complète et que le crâne était complètement détaché. Alors, qu'est-ce que cela fait en général, le fait que le crâne avait été complètement détaché? Réponse. Mais écoutez, cela évidemment signifie que la tête est complètement détachée du corps. Je suppose que la tête et le corps appartenaient à la même personne. Bon, à partir de cette supposition, nous pouvons quand même procéder à une autopsie assez standard. Alors, on peut s'interroger, pourquoi est-ce que la tête était détachée? Et en fait, c'est quelque chose que nous avons constaté dans les 3 cas. Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse à ce phénomène, mais lorsqu'il y a décomposition d'un corps, la décomposition ou la putréfaction ne se fait pas de la même façon. Il y a certaines parties corporelles qui sont mieux préservées que les autres, notamment si le corps n'est pas revêtu de vêtements. En règle générale, lorsqu'il n'y a pas de vêtements, ce sont des parties corporelles qui se décomposent et se putréfient plus rapidement et plus facilement. Qui plus est, s'il y a des blessures au niveau du corps, si au moment du décès, une partie du corps a été blessée, s'il y a une blessure ouverte, ces tissus, en règle générale, se décomposent beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais le fait est que dans ces 3 cas, la tête était séparée, détachée du reste du corps. Je ne suis pas en train de vous dire que les personnes avaient eu la tête coupée. En fait, il s'agissait de décomposition et de putréfaction. Lorsque les tissus qui entourent les os commencent à se détacher, alors les os se séparent et le crâne, la tête se détache du tronc. Question, merci. Alors, dans le paragraphe intitulé Examen physique, vous indiquez plusieurs éléments. Je vais m'intéresser au fait que vous avez déterminé qu'il s'agissait d'une femme d'après le crâne et le bassin. Est-ce que c'est une méthode standard qui permet de déterminer le sexe de la personne? Réponse, tout dépend du nombre de tissus qui restent. Cela peut être évident à l'examen extérieur qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Mais lorsqu'il y a eu décomposition ou réduction à l'état de squelette, en règle générale, la forme du crâne ou du bassin est différente. Et pour ce qui est du bassin, il y a des différences très très claires entre les hommes et les femmes pour ce qui est du bassin. Et là, nous pouvions dire de façon avec beaucoup d'assurance qu'il s'agissait d'une femme. Question. Si nous prenons maintenant le chapitre intitulé Blessures, il y a 3 sous-paragraphes. Alors, il y a d'abord la fracture verticale au niveau de la région pariétale, puis ensuite il y a une blessure par balle au niveau du cou et puis une blessure par balle au niveau de l'épaule gauche. Premièrement, lorsque vous parlez de blessure par balle au niveau du cou, pour ce qui est du paragraphe numéro 2, vous parlez des arcades postérieures et des processus ou des apophyses latérales, C4, C5 et C6. De quoi s'agit-il? Réponse, il s'agit d'un document post-mortem, donc nous devons utiliser des termes scientifiques. Alors, pour ce qui est des os du cou, il y a les vertèbres cervicales. Elles sont au nombre de 7. Cela va de C1 à C7 pour nous. Et en règle générale, il s'agit d'os circulaires avec un orifice au milieu et il y a différentes parties.
Donc, lorsque je parle des arcades postérieures, il s'agit de ce qui se trouve vers l'arrière du cou. Et lorsque je parle des apophyses latérales, c'est ce qui se trouve au niveau latéral. Et il s'agissait donc des parties de l'os qui étaient fracturées. Il y en a 3, C4, C5 et C6. Et pour moi, c'est caractéristique d'une blessure par balle, avec les os qui ont éclaté en quelque sorte. Alors bien entendu, il n'y avait que les os, il ne restait plus de tissu autour, mais j'étais assez confiant pour dire qu'il s'agissait d'une blessure par balle. Question. Alors, c'est l'éclatement des os qui vous indique qu'il y avait eu blessure par balle, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Réponse non. Nous ne pouvions voir que les os. Il n'y avait pas les tissus, il n'y avait plus les tissus autour des os. Mais lorsque vous preniez ces os, cela correspondait à une blessure typique par balle. On ne peut pas véritablement obtenir un tel éclatement des os provoqué par autre chose. Question. Vous avez indiqué un peu plus tôt que des photographies avaient été prises. Est-ce que des photographies ont été prises pendant toute l'autopsie? Réponse oui, pendant toute la procédure d'autopsie. Notamment, ces éclatements osseux ont été photographiés. Question bien, réponse. Et puis, il y a également des schémas, des diagrammes que j'ai préparés. Question donc, ce que nous voyons ici, 1, 2, 3, puisque vous venez de mentionner vos schémas, nous les retrouvons à la fin du rapport. Réponse oui. Question, est-ce que nous pouvons passer à la page 5? À titre d'illustration, c'est la page dont les 4 derniers chiffres de la cote sont 0,522. Alors, vous voyez, nous avons 1, 2 et 3. Et je pense que c'est une référence aux blessures que vous aviez énumérées à la page numéro 2 du rapport. Réponse oui. Question. Alors, il y a une couleur en rouge. Qui a coloré ainsi la page? Répondez-moi. Question. Et c'est une illustration donc de ce que vous décrivez dans le rapport. Réponse oui. Question. Est-ce que nous pourrions reprendre la page numéro 3 qui se termine par 0,520 pour ce qui est de la cote? Dans la première partie de cette page, vous parlez des os mélangés. Donc je ne vais pas aborder cela parce que cela se passe d'explication, mais je vais maintenant m'intéresser au paragraphe intitulé « Objet retenu ». De quoi s'agit-il? Réponse. Parce que étant donné que nous avions ce crâne supplémentaire ou ces éléments crâniens supplémentaires, nous avons essayé d'identifier ces éléments osseux supplémentaires. Et pour ce faire, nous avons prélevé un élément osseux, une partie d'une dent de ce crâne, et ce afin de comparer. Nous l'avons fait avec le crâne principal en quelque sorte, pour pouvoir établir des comparaisons. Nous l'avons fait pour effectuer d'autres analyses ADN pour pouvoir peaufiner notre identification. Question. Mais vous n'avez pas participé à l'examen ADN, n'est-ce pas? Réponse. Non, j'ai vu qu'il le faisait, mais je n'ai pas vu les résultats de cette analyse ADN d'ailleurs, et je n'ai pas participé à cette analyse ADN. Question. Très bien. Dans le dernier paragraphe intitulé Conclusion, dont je ne vais pas vous donner lecture intégralement, mais j'aimerais que nous intéressions au 3e paragraphe qui commence par les mots suivants. Elle est décédée à la suite de blessures par balle. Vous expliquez dans ce paragraphe que la victime donc est morte à la suite de blessures par balle au niveau du cou et de l'épaule gauche, et vous dites des lésions pour les organes vitaux entourant la région cervicale ont très probablement entraîné rapidement son décès. Comment est-ce que vous parvenez à cette conclusion au niveau des organes vitaux? Réponse. C'est une bonne question parce qu'il s'agissait véritablement d'un squelette et de tissus qui étaient décomposés, mais je suis expert en médecine légale. Je m'occupe en règle générale, ou je m'intéresse à des corps complets, et je sais en fait quels sont les tissus qui entourent ces os. Et il y a des vaisseaux sanguins
des artères extrêmement importantes qui sont très proches des os crâniens, ou plutôt des os du cou, et dans une certaine mesure des os de l'épaule. Il est absolument indubitable que cela suffit. S'il y a fracture de 3 des os du cou, cela peut provoquer des hémorragies au niveau des vaisseaux sanguins, du cou et d'autres organes vitaux. Et je pense que je suis en droit de le dire, du fait de mon expérience en tant qu'expert médico-légal. Je sais comment réagissent les blessures, quels sont les schémas et ce qui est très probablement la cause du décès. Sinon, nous aurions dû indiquer que les causes étaient inconnues, ce qui n'aurait pas été particulièrement utile. Mais du fait de mon expérience, comme je viens de vous l'expliquer, je me suis sentie en droit de dégager ces conclusions et de donner mon point de vue. Question. Et pour être plus précis, vous dites lésion au niveau... ou plutôt réponse, je poursuis. Pour être plus précis, lorsqu'il y a lésion au niveau et blessure au niveau des vaisseaux sanguins cervicaux, cela provoque une hémorragie énorme et la personne décède très très rapidement parce que elle perd tout le sang qui est censé arriver au cerveau. Question. Je vous remercie, Dr Clark. Et au paragraphe suivant, vous utilisez l'expression suivante. La nature de la lésion laisse entendre qu'il y a eu recours à une munition à haute vitesse. Comment est-ce que vous parvenez à cette conclusion? Quelle est la différence entre une munition à haute vitesse et à faible vitesse? Réponse oui. En général, lorsqu'il s'agit d'une munition à faible vitesse, disons un pistolet, un revolver, il y a juste une balle. Donc cela peut passer à travers des tissus, cela provoquera ou créera un trou physique. Donc cela peut provoquer un trou, cela frappe un endroit et ressort de l'autre côté. Mais lorsque vous avez une munition à haute vitesse, un fusil d'assaut par exemple, ou ce genre d'arme, là le missile est beaucoup plus puissant. Il se déplace à une vitesse beaucoup plus rapide et il est à une vitesse beaucoup plus intense et dégage beaucoup d'énergie. Et lorsqu'il frappe le corps, non seulement cela va provoquer l'orifice à travers le corps, mais la balle, la munition va perdre toute son énergie, toute l'énergie qui va aller dans la cavité provoquée. C'est ce qu'on appelle l'effet par cavité. Et cela provoque l'éclatement des os. Et vous pouvez le voir au niveau de ce crâne. Si c'est une balle de revolver, cela peut bien entendu provoquer ou causer un trou. On verra l'orifice d'entrée, l'orifice de sortie. Mais s'il s'agit d'une munition à haute vitesse, non seulement il y aura l'orifice qui sera créé, mais il y aura également éclatement important du crâne autour de l'orifice. Voilà ce que nous pouvons dire. Question, merci. Et si nous passons à la page suivante. Nous voyons votre signature dans l'encadré pour les signatures, dans la partie gauche, réponse oui, question. Donc là, il s'agit d'une procédure, là, vous avez suivi en quelque sorte la même procédure que celle suivie en janvier, à savoir vous rédigez les rapports et vous les envoyez à votre consoeur pour qu'elle fournisse ses observations. Réponse oui, en fait, j'ai pu les préparer avant mon départ d'Abidjan, donc j'ai pu en parler personnellement de ces rapports d'autopsie avec le professeur Elenia Poété et nous en avons parlé, elle les a signés. Question, Monsieur le Président, pour ce qui est de ce rapport d'autopsie, nous avons quelques 70 photographes qui sont associés à ce rapport. Je n'ai pas l'intention de vous les montrer une par une. Alors, cela va de 0080 1885 à 0080 à 1954 pour toutes ces photographies dont j'aimerais demander le versement au dossier. Et Dr Clark, nous allons passer au rapport d'autopsie suivant. Il s'agit du document pour la victime DZF1C6, numéro CIVOTP 0081-05 2, 3. Il s'agit du numéro 4 pour l'intercalaire sur notre liste.
Alors nous allons aller un peu plus vite en besogne lorsque nous allons analyser ce rapport d'autopsie parce que nous sommes déjà intéressés aux caractéristiques principales pour le premier rapport. Est-ce que vous avez le document, docteur? Réponse oui. Question. Donc il s'agit de la victime répondant au nom de Ouattara Gnon Orokia. Alors c'est la même procédure qui a été suivie pour ce qui est de l'identification et de la numérotation de ce document. Réponse oui. Question. Et pour cette victime, les causes du décès ou la cause du décès est blessure par balle au niveau du cou, de l'épaule et de la poitrine. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'aimerais que nous passions directement à la deuxième page pour nous intéresser au chapitre relatif aux blessures. Donc vous voyez, c'est au bas de la page que cela se trouve. Pour cette victime, dans un premier temps, vous identifiez deux fractures crâniennes au paragraphe 1 et 2. Donc ça, c'est au bas de la page numéro 2. Et si nous prenons le haut de la page numéro 3, nous voyons 3 blessures par balle au niveau du cou et des vertèbres cervicales ainsi qu'au niveau de la poitrine et de l'épaule gauche. Et une fois de plus, vous avez fait vos croquis à la dernière page. Réponse oui. Question. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes parvenu à vos conclusions qui se trouvent un peu plus bas sur cette page? Vous concluez qu'elle est décédée probablement de 2 blessures. Troisième paragraphe, vous dites qu'elle est probablement décédée au moins à la suite de 2 blessures par balle. Comment est-ce que vous êtes parvenu à cette conclusion? Réponse. Je pense qu'il y a eu un minimum de 2 blessures parce que il y avait une blessure par balle très visible et très claire au niveau du cou. Et dans ce cas, d'ailleurs, nous pouvions voir un trou au niveau de la peau recouvrant l'épaule. Il en restait un peu, donc il y avait très visiblement l'orifice d'entrée au niveau de l'épaule gauche. Il y avait donc également au niveau du cou, donc il y avait au moins 2. Donc moi, ce que j'ai supposé, c'est qu'il y avait plus que 2 blessures par balle pour provoquer autant de lésions, mais au moins 2. Question. Et dans le même paragraphe, le paragraphe des conclusions, vous indiquez au deuxième paragraphe que le corps avait été bien préservé. Il s'agissait d'une personne qui était décédée depuis 4 ans. Est-ce que cela vous surprend? Réponse. Je vous dirais que plus rien ne me surprend en matière de préservation de corps. J'ai fait un certain travail au cours des 3 à 4 dernières années et je dois dire que j'ai été absolument surpris de la bonne état de conservation des corps après plus de 30 ans dans le cas des Malouines. Et je dois vous dire que nous ne savons pas toujours pourquoi certains corps se décomposent plus vite que d'autres. Alors, bien sûr, si le corps est dans une housse mortuaire, cela va préserver les tissus beaucoup mieux que si le corps ne se trouve pas dans une housse mortuaire. Bon, et comme je vous l'ai déjà indiqué, les vêtements protègent, les blessures ouvertes peuvent également jouer un rôle. Donc, en règle générale, je dois vous dire que l'état de préservation, de conservation de ce corps m'a un peu surpris. Mais bon, plus rien ne me surprend maintenant. Merci, Dr. Clark. Madame, Messieurs les juges, pour le même rapport, nous avons une série de photos que nous voudrions verser au dossier. Les ERN sont 000801955 jusqu'à 00802031. Ce sont les éléments 125 à 201 sur notre liste. Nous en arrivons maintenant au dernier rapport, qui est pour la victime des NF1C11, Kone Moyamo. La code ERN de ce rapport est la CIVOTP 00810528.
et c'est le 5e document sur notre liste. Le document numéro 5 sur notre liste, et là encore nous avons le même format. Pour cette victime, vous avez indiqué que la cause de la mort, ce sont des blessures par balle à l'épaule droite. Et j'aimerais vous demander maintenant de regarder la 2e page. Dans le paragraphe intitulé « Examen des restes », à la 2e ligne, vous avez indiqué que le corps avait été conservé dans du formol. Et sur les 3 corps, c'est le seul pour lequel je vois cette méthode utilisée. Réponse oui. Question. Bien maintenant. Et en fait, dans ce cas particulier, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez pu déterminer que du formol avait été utilisé? Réponse. Eh bien, je dirais qu'essentiellement, c'est à l'odeur du formol, qui est une odeur très particulière, et également à la coloration et à la dureté des tissus. Nous ont indiqué que du formol avait été utilisé. Combien de formol et quel est le processus qui avait été utilisé, ça je n'en suis pas sûre. Je pense simplement que le corps avait été tout simplement placé dans un récipient contenant du formol. Je ne peux pas, je peux me tromper, mais c'est en tous les cas l'impression que j'avais. Question, est-ce que cela peut avoir été injecté, le formol? Réponse, je ne sais pas quelle est la procédure normale en Côte d'Ivoire. Je n'ai constaté aucune trace ou orifice dénotant une injection. Il n'y avait pas non plus par exemple, de traces d'aiguilles dans la cavité de la poitrine. Et je pense simplement que le corps avait été plongé dans du formol, ce qui me paraît probable. Question. Si je peux maintenant vous demander de regarder le haut de la page 3, concernant les tissus internes, vous dites qu'il ne restait aucun organe interne. Réponse oui. Là encore, cela m'indique que le formol n'avait été utilisé que de manière superficielle et non pas injecté et utilisé de manière interne. Si nous pouvions revenir maintenant à la page 2, en bas de la page, et regarder le paragraphe intitulé blessures ou lésions. Pour les premières lésions du cou et de la tête, vous dites qu'il s'agit donc d'une fracture du côté gauche de la face, et au point 2, une fracture à la base du processus de l'apophyse coracoïde, avec une fracture verticale qui descend de là jusqu'à l'épaule et vers la partie la plus basse de la frontière médiale. Ceci figure dans votre rapport, mais pour ce qui est de votre terminologie, le processus coracoïde, à quoi cela fait référence? Eh bien, cela concerne l'omoplate, le dos de l'épaule, la partie postérieure de l'épaule, et l'autre partie qui s'articule sur l'os supérieur du bras. Et il y a donc deux processus, deux morceaux d'os qui ressortent. L'un est l'apophyse coracoïde qui avait été lésé et endommagé. Et il y a fracture également de l'omoplate de l'épaule. Et pour moi, cela me semblait assez typique d'une blessure par balle, comme j'avais pu le constater auparavant. Question. Donc, cette fracture verticale que vous indiquez ici, est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que ces termes frontière médiale, que vous pourriez nous expliquer?
Est-ce que cela explique la fracture verticale? Réponse oui. Lorsque la balle atteint l'os, cela peut endommager physiquement l'os et produit également des fractures. Et donc, en fait, c'est une ligne de fracture qui descend et qui commence là où la fracture commence. Question pour comprendre. Lorsque vous parlez de fracture, est-ce que c'est simplement une ligne fracturée sur l'os ou est-ce que l'os est fragmenté? Non, réponse, l'os est coupé, cassé. Question. Par comparaison avec les deux premières victimes, comment est-ce que vous comparerez, qu'est-ce que vous nous diriez des blessures de cette victime? Réponse. Nous avons beaucoup réfléchi à ce cas parce que les seules blessures que nous avons constatées, les seules lésions, étaient du côté gauche de la face et cette fracture de la scapula. Les os autour, par exemple, les os au niveau du bras, de la partie supérieure du bras et de la coiffe étaient intacts. Mais je peux dire que du côté concernant donc l'épaule, il s'agissait bien d'une blessure par balle et les vêtements également nous ont indiqué ce qui me semblait être un trou, un orifice de sortie du côté de l'épaule gauche. Et ceci était tout à fait similaire à l'orifice que nous avions constaté dans le premier cas dont nous avons parlé. Et dans ce cas également, on ne retrouvait aucun des os du cervicaux. Et il est tout à fait possible qu'il y ait eu donc une lésion par balle dans le cou et que cette balle soit ressortie du côté de l'épaule gauche. En fait, dans l'ensemble, j'avais l'impression que je pouvais donner la cause du décès ici. Je ne l'ai pas fait à la légère et vous verrez que, comme dans un certain nombre d'autres cas, j'ai fini par donner une cause de la mort, indiquer la cause du décès, que je sans que cela soit une certitude complète. Mais dans ce cas, je pensais ici que la mort avait été causée par une blessure dans la nuque et l'épaule. Et en fait, j'ai pensé que c'était bien là la cause du décès parce que je pouvais physiquement le voir. Et j'ai accepté cet élément de preuve plus que dans d'autres cas. Et j'ai pris tout en considération pour justifier ce que je disais. Monsieur Demirjian, Madame, Messieurs les juges, pour illustrer simplement que le docteur Clark nous a dit que le fait qu'il ait conclu que ces raisons ne sont pas, que cette raison n'est pas sûre à 100%, vous trouverez cela dans le rapport complet dont nous avavons discuté ce matin, qui est le CIV OTP 0077 0002. Et à la fin de ce rapport, vous trouverez un résumé des conclusions dont certaines ne sont pas à 100% sûr. Question bien. Vous avez répondu à ma question, donc je vais maintenant vous poser une question concernant sur les os manquants. Et si vous regardez la conclusion qui se trouve à la page 3, et si nous pouvions donc maintenant zoomer sur ce paragraphe qui commence par « Only two obvious injuries were present », seules 2 lésions évidentes étaient présentes. Là encore, vous avez parlé des structures dans la région générale, des structures vitales. Est-ce que c'est la même explication à ce que vous nous avez déjà donné un peu plus tôt? Réponse oui. Question concernant ces 3 autopsies que vous avez effectuées sur ces 3 victimes, que pouvez-vous nous dire concernant les endroits où se trouvent les lésions? Réponse. Elles sont assez semblables, très semblables même, je dirais. Elles se trouvent toutes au même niveau, au niveau de la nuque, du cou et de l'épaule. Il semblerait, dans tous les cas, que ce soit des blessures causées par une balle qui est venue de la droite et qui s'est déplacée, qui a atteint la partie gauche. Il y a donc le même schéma qui a été suivi dans les 3 cas.
Il n'y a pas eu donc de lésion par balle dans la partie inférieure du tronc ou dans les jambes ou dans la partie du pelvis ou du bras. Tout se passait autour de la nuque et de l'épaule. Et j'ai vu des photos de la scène avec où la mort a été de la scène du décès et d'autres corps qui avaient exactement les mêmes lésions au niveau de la tête. Donc là encore, tout se situait dans la même zone. Question bien, Madame, Messieurs les juges, j'en ai terminé pour le docteur Clark. Et comme pour les autres autopsies, rapports d'autopsie, il y a des photos que nous aimerions verser au dossier. Il s'agit donc du 0097-93 à 0080. 18-41. Il s'agit des éléments 6 à 54 sur notre liste. Et docteur, merci d'avoir répondu à nos questions. Le président, merci au procureur, merci au docteur Clark. Et avant de donner la parole à la défense de M. Gbagbo, je voudrais simplement vous poser une question. En lisant votre rapport, entre autres, j'aimerais vous poser une question. Lorsque vous dites, et là je fais référence à ce dernier cas, où votre conclusion indique que vous pouviez en toute confiance indiquer la cause du décès, comme étant donc le décès était causé par une balle, et dans vos conclusions, vous dites et je vais lire toute la phrase. Les problèmes dans les étaient dans la les lésions se situaient dans la scapula ou l'omoplate de droite, donc il semblait raisonnable de conclure que la lésion à l'os représentait donc une blessure par balle qui serait passée en haut de l'épaule et qui avait terminé sa trajectoire ailleurs dans le corps. Et ensuite, vous dites un certain nombre de structures vitales dans la région de manière générale et que avait été causée et que cette blessure, cette lésion aurait pu être... Un certain nombre de structures vitales, se reprend l'interprète, se trouvent dans cette région et qu'une telle blessure pouvait se révéler fatale. Et je me demandais ce que vous définissez ici, puisque moi je suis donc juriste et je ne suis pas médecin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il en est? Réponse, il y a donc un vaisseau important dans le bras qui est très proche de cette région et ce n'est pas quelque chose de très éloigné de la partie latérale de la nuque qui aurait pu être touché par le cheminement de la balle. Donc, et c'est une artère qui amène le sang du cœur pour irriguer le haut de la poitrine et ensuite cette aorte amène également le sang vers la région de l'épaule. Le juge président, vous faites référence à l'aorte. Oui, tous les vaisseaux de l'aorte qui se termine vers la poitrine, mais il y a également tous les vaisseaux qui vont vers le bras, vers le cerveau et également des veines. Donc il y a un certain nombre de vaisseaux sanguins importants dans cette région. Le président, merci beaucoup. Autre chose, vous faites toujours référence par blessure, par balle à de munitions à grande vitesse. Et dans ce cas, vous n'en parlez pas. Vous vous êtes juste arrêté en indiquant blessure par balle. Y a-t-il une raison à cela? Vous ne parlez pas de munitions à grande vitesse. Vous ne parlez ici que de blessure par balle. Réponse, oui, c'est un bon point. Point intéressant. Je pense que je n'ai pas pu totalement déterminer qu'il s'agissait de munitions à grande vitesse parce que les fractures étaient relativement limitées. Donc, je pense que oui, effectivement, je n'ai indiqué que blessure par balle, mais l'on pourrait effectivement penser qu'elle aurait été causée par d'autres armes. Le président, merci. Je donne la parole à Maître Altine. Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par le professeur Jacobs. Maître Jacobs.
Bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Bonjour Monsieur le témoin. Good morning. Alors, Monsieur le Président, Président, bonjour. j'aimerais clarifier une question procédurale sur l'admission des pièces avec vous et je ne sais pas s'il serait mieux d'en parler en dehors de la présence du témoin. Which materials are you referring to? Le juge président, à quel document faites-vous référence? Rapport d'autopsie. Bon, j'explique. En fait, le procureur a discuté en détail le rapport général du témoin OK. qui discute. Le président, bien. Je voudrais avoir plus de précision par rapport à ça. Et je ne sais pas si je peux expliquer plus, mais... Well, you mean that there is a report? Vous voulez dire qu'il y a un rapport qui contient le tout et que l'on ne peut pas partager, mais que l'on peut lire séparément. Si les autres autopsies n'ont pas été versées au dossier, bien entendu, le rapport faisant référence n'est pas versé. Général sur les 10 autopsies n'est pas non plus admis au dossier de l'affaire. Que ça change un peu notre ligne de questionnement. Parce qu'il y a les conclusions des différents rapports d'autopsie, il y a la méthodologie. Si ce rapport-là est admis, mais que les autres rapports ne sont pas admis. I would like you to... Le président, j'aimerais que vous alliez un petit peu plus loin parce que là encore, je vais devoir donner la parole. Mais on ne peut pas donner la parole à l'autre partie sans anticiper ce à quoi j'ai déjà pensé immédiatement. Je ne pense pas que ce soit une question, que le problème soit que le témoin soit là ou pas là. Ce n'est pas un problème. Si le témoin ne veut pas entendre parce qu'il veut se reposer, je n'ai pas de problème à ce qu'il sorte, mais je ne pense pas que cela puisse influencer le témoin. J'ai compris le problème, mais... Donc, lors de l'interrogatoire par le bureau du procureur, a été discuté, et je redonne son numéro pour le besoin du dossier, 0077 0002, qui est le rapport global sur les 10 autopsies qui ont été menées en janvier 2015. Ce rapport global, quand on le regarde, contient des explications sur la méthodologie du témoin, sur la façon dont les autopsies étaient conduites, et contient également des conclusions sur un certain nombre de ces autopsies. Et comme le procureur l'a rappelé il y a quelques minutes, contient un summary of findings qui discute notamment les blessures et la cause du décès. Donc à l'évidence, si nous devons discuter si ce rapport est admis, nous devons pouvoir en discuter les conclusions. Et nous ne pouvons pas discuter de ces conclusions sans discuter du rapport d'autopsie sur lequel ils sont basés. Donc soit tout est admis, soit rien n'est admis à notre avis. Voilà, pour le dire simplement. Mr. Knops? Le juge président, Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président, j'aurais gardé cet argument pour mes conclusions, mais maintenant que la question a été soulevée, la Cour pourrait contester et se demander si l'observation de l'accusation à la ligne 19, à la page 19, ligne 10 du transcript, indiquant que comme les corps n'ont pas été identifiés, nous n'allons pas les
admettre. Est-ce que cela fait partie des éléments à décharge? Et la Cour devrait en tenir compte, parce qu'il semble que l'accusation envisageait de relier ces corps à l'incident du 17 mars, mais maintenant qu'il n'y a pas d'identification qui pourrait donc aboutir à des preuves à décharge pour la défense, on pourrait réellement se demander si ces rapports devraient être sur cette base soumis à la Chambre. Le président, je pense que le fait que ce ne soit pas identifié n'est pas neutre, je dirais. Monsieur Demerjian, nous étions simplement en train de faire en sorte de ne pas vous surcharger avec des documents dans la mesure où ce n'est pas pertinent, que cela n'a pas de valeur probante parce qu'il n'y a pas d'identification des corps. Nous pouvons les verser tous, ce n'est pas un problème et le Conseil l'a dit. Nous ne voulons pas de problème, mais en tant que tel, il n'y a pas d'identité. S'il n'y a pas d'identité, nous ne savons pas à qui appartiennent ces corps. Donc, si la défense le souhaite, nous pouvons les utiliser. Ce sont des éléments qui ont été divulgués. Mais là encore, je n'ai pas d'objection à ce qu'ils figurent au dossier. Le président, bien, je dirais que lorsque le rapport général fait référence à ces 10 rapports qui n'ont pas été versés au dossier, je dirais que c'est comme si ils n'ont pas été admis, cette partie du rapport. Donc, nous pouvons donc laisser de côté la partie qui concerne ces 10 rapports comme n'ayant pas été versés. Ils sont considérés comme n'ayant pas été versés. J'espère avoir été clair. Monsieur le Président, juste pour éclaircir, et donc les parties sur la méthodologie ou la procédure suivie lors de ces autopsies seraient exclues également, juste pour qu'on sache par rapport à nos questionnements, nos lignes de questionnement. Donc, si je comprends bien, les parties du rapport qui concernent les autopsies elles-mêmes ne seraient pas admises au dossier de l'affaire, y compris la méthodologie, y compris les conclusions. Juste pour... Le juge président. Je dirais simplement que toutes les parties du rapport global qui, d'une certaine façon, font référence à ces 10 rapports qui n'ont pas été versés, ces parties du rapport global ne sont pas versées et ne sont pas prises en compte par la Chambre. D'accord? Monsieur Demerjian, sur la méthodologie, c'est la partie sur laquelle je voulais prendre la parole. Le président interrompant, oui, la méthodologie, c'est une méthodologie générale. Mais voilà, c'est tout. C'est difficile. Je comprends que c'est difficile de les séparer complètement, mais va essayer. En fait, nous n'allons pas faire référence à ce rapport dans la partie où il est fait référence aux 10 autopsies qui n'ont pas été versées au dossier. Bien, Monsieur le Président. Je commence, je vois l'heure. Je ne sais pas si... D'accord. I've seen the time as well. Le président, j'avais également vu l'heure. J'attendais simplement pour que vous ayez terminé de discuter avec Maître Altit et pour peut-être en avoir les résultats. Le juge président, bien, il est presque 11 heures. Et nous n'allons pas commencer l'interrogatoire de la défense maintenant. Nous allons d'abord faire une pause jusqu'à 11h30, puis nous pourrons reprendre avec l'interrogatoire par l'équipe de la défense de M. Gbagbo. Merci beaucoup.